Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle a été définie et modélisée par Newton au XVIIe siècle dans son ouvrage majeur intitulé « Les principes mathématiques de la philosophie naturelle ». D'après Newton, l'interaction gravitationnelle est l'attraction des corps entre eux sous l'effet de leur masse. Elle permet d'expliquer notamment la chute des corps et d'expliquer par la même occasion la notion de pesanteur. L'interaction gravitationnelle explique aussi les mouvements des corps célestes, et en particulier le fait que la Lune, comme n'importe quel satellite, est maintenue en orbite autour de la Terre, et que la Terre, comme n'importe quelle planète du système solaire, reste en orbite autour du Soleil. Les phénomènes de marée sont également expliqués par l'interaction gravitationnelle. Pour décrire l'interaction gravitationnelle, Newton considère deux corps, notés A et B, de masse respective MA et MB, et dont les centres de gravité sont séparés d'une distance d. Qu'explique Newton exactement? Newton explique que le corps A exerce une force d'attraction sur le corps B, que l'on peut modéliser par un vecteur noté F de A sur B, qui apparaît sur le schéma. Remarquez bien la notation, F pour force, et vous voyez apparaître une flèche au-dessus de la lettre qui exprime justement le fait que l'on parle bien d'un vecteur. Alors ce qui est intéressant, c'est que le corps B va également exercer une force d'attraction sur le corps A, puisqu'il s'agit d'une interaction. On note alors cette force F de B sur A. Finalement, chaque corps exerce sur l'autre une attraction gravitationnelle représentée par un vecteur. On constate, grâce au schéma, qu'elles ont la même direction, puisque vous voyez que les deux vecteurs sont portés par la même droite, représentée en pointillé. Elles ont également la même valeur, puisque vous voyez là aussi sur le schéma que les deux vecteurs ont la même longueur. En revanche, les deux forces sont opposées. Leurs sens sont opposés. Et tout cela se traduit par l'égalité suivante. F de A sur B égale moins F de B sur A. Le signe moins étant justement là pour traduire le fait que les sens des vecteurs sont opposés. Allons un petit peu plus loin maintenant dans le détail des caractéristiques de ces forces d'attraction gravitationnelle. Commençons par le point d'application. Les points d'application sont les centres de gravité des deux corps A et B. Mais finalement, tout dépend de la force dont on parle. Si je parle de la force qu'exerce le corps A sur le corps B, l'origine du vecteur, le point d'application de la force, est situé au centre de gravité de B. Si je parle de la force d'attraction qu'exerce le corps B sur le corps A, le point d'application de la force, l'origine du vecteur, est situé au centre de gravité de A. Les directions de ces deux forces maintenant. Comme on l'a dit, elles sont communes, et il s'agit de la droite joignant les centres de gravité. Les sens des vecteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, sont opposés, mais sont toujours du receveur vers l'auteur. Si je prends l'exemple de la force d'attraction qu'exerce le corps A sur le corps B, A est bien sûr l'auteur et B le receveur. Le vecteur correspondant est bien dirigé du corps B vers le corps A. Les intensités ou valeurs de chacune de ces forces, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont égales et peuvent être estimées grâce à la formule suivante. Alors notez au passage l'absence de la flèche au-dessus de FA sur B ou FB sur A, puisque on ne parle plus du vecteur dans sa globalité, mais uniquement de sa valeur. Alors comment estime-t-on la valeur? Grâce à la formule suivante, grand G multiplié par le produit des masses MA et MB, le tout divisé par la distance au carré, distance séparant les centres de gravité des deux corps, je vous le rappelle. Alors quelles sont les unités qui conviennent? Les forces F de A sur B et F de B sur A s'expriment naturellement en newtons. Attention, les masses s'expriment en kilogrammes, tandis que la distance s'exprime en mètres. Dans la formule, vous voyez également apparaître le facteur G. Alors il s'agit de la constante de gravitation universelle, dont vous voyez apparaître la valeur. 6,67 fois 10 puissance moins 11 USI. Ce qui signifie unité du système international dont vous n'avez pas à connaître le détail. Vous n'avez pas non plus à connaître la valeur de ce facteur G, de cette constante de gravitation universelle. À chaque fois que vous en aurez besoin en exercice, par exemple, lorsqu'il s'agira d'estimer la valeur d'une force de gravitation, la valeur de la constante de gravitation universelle sera bien sûr donnée. Observons maintenant cette vidéo
qui permet de comprendre l'influence des différents paramètres de masse et de distance sur la valeur de la force d'attraction gravitationnelle. Alors regardons le cas de figure qui est envisagé ici. On voit celui d'une planète qui est en interaction avec un satellite. Eh bien, pour calculer la valeur de la force de gravitation qui existe entre ces deux corps, eh bien, on fait appel évidemment à la formule qu'on a vue un petit peu plus tôt. Notez bien que les notations sont adaptées à la situation. F de P sur S ou F de S sur P pour planète et satellite, bien évidemment. Alors, que me permet de faire cette animation? Elle me permet grâce aux curseurs qui sont ici, de modifier la masse de la planète, ou la masse du satellite, ou la distance d entre leurs centres de gravité. Alors ce que l'on peut voir dans l'expression de la valeur des forces de gravitation, c'est que ces masses interviennent au numérateur d'une fraction. Donc logiquement, si j'augmente ces masses, la valeur de la force doit augmenter aussi. Au contraire, si je diminue la valeur des masses, je dois avoir une valeur de force qui diminue également. Alors vérifions-le, je change la masse de la planète, je peux par exemple l'augmenter, donc je vais passer par Vénus, vous le voyez, et puis la Terre. Vous voyez qu'effectivement la valeur de la force de gravitation augmente, ce qui se traduit d'ailleurs sur le schéma par des vecteurs qui sont de plus en plus longs. Et au contraire, si je diminue la masse de l'un des deux corps, par exemple celle du satellite, eh bien je vais voir des valeurs de force qui vont diminuer. Ce qui se traduit là encore sur le schéma par des vecteurs de plus en plus courts. En ce qui concerne maintenant la distance qui sépare les centres de gravité du satellite et de la planète. La distance, on le voit, intervient au dénominateur de la fraction. Donc logiquement, si j'augmente le dénominateur, la fraction doit diminuer, et donc la valeur de la force doit diminuer. C'est ce que je peux faire ici, la distance étant réglée par défaut au minimum. Je l'augmente, voyons ce qui se passe. Effectivement, je vois une valeur de force qui diminue au fur et à mesure. Les vecteurs sur le schéma sont de plus en plus courts. Alors on l'a dit au début de cette vidéo, la chute des corps est expliquée par l'interaction gravitationnelle. On a bien conscience effectivement que si je lâche une balle, cette balle tombe tout simplement parce qu'elle est attirée par la Terre. La Terre exerce sur elle une force d'attraction gravitationnelle dirigée vers le centre de la Terre, ce que finalement reprend le schéma que vous voyez apparaître en dessous. Penchons-nous maintenant un petit peu plus sur la Lune. Alors la Lune tourne autour de la Terre comme on le sait, mais subit comme la balle la force d'attraction gravitationnelle dont la Terre est responsable. On peut donc se demander, si la balle tombe, pourquoi la Lune, en ce qui la concerne, ne tombe-t-elle pas ? Alors pour bien le comprendre, j'ai ici une animation sur laquelle vous reconnaissez évidemment la Terre, et également un canon qui me permet de lancer des boulets de canon. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce boulet de canon, je peux le lancer à des vitesses différentes, en kilomètres par seconde. Là je suis au minimum, voyons ce qui se passe. Je lance mon boulet de canon, il atterrit à cet endroit-là. On a bien conscience que si on augmente la vitesse de lancer du boulet, il devrait atterrir un petit peu plus loin. Effectivement, on le voit, il atterrit un petit peu plus loin. J'augmente encore, je passe à 6 km par seconde. Le boulet de canon atterrit encore plus loin. 7 km par seconde, il atterrit encore plus loin. Et on voit assez facilement ce qu'il a tendance à faire avant de retomber. Il aurait tendance à faire le tour de la Terre. Alors mettons-nous à la vitesse maximum que nous permet de choisir cette animation. 8 km par seconde autrement dit. Effectivement, à partir d'un moment, quand la vitesse est suffisante, on constate que l'objet, le boulet de canon, ne retombe plus, mais fait intégralement le tour de la Terre. Donc c'est ce qui se passe finalement pour la Lune. Si la Lune ne tombe pas sur la Terre, c'est parce qu'elle possède une vitesse suffisante, une vitesse suffisamment élevée pour ne pas retomber. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo et je vous laisse répondre aux questions correspondantes.